Nous sommes en direct du Brésil, du Canada, des États-Unis. Donc, bienvenue et merci pour ces présentations très intéressantes sur un sujet complexe et qui fait l'objet de controverses. Donc, vous les participants qui nous regardez, si vous êtes un peu déconcertés, ne vous inquiétez pas, vous pouvez revoir ces présentations qui sont sur notre site web. Et donc, certains experts ont fourni des références de lecture supplémentaires que vous pouvez également télécharger. Et vous pouvez trouver un résumé des profs de C2G sur notre site web. Quelques précisions. Donc, ces concepts sont entourés d'un grand nombre d'incertitudes et vous avez certainement relevé quelques termes différents dans ces présentations. Il faudrait clarifier la terminologie. On appelle la modification du rayonnement solaire conformément à la classification la plus récente du GIEC. Et dans la littérature, on parle également de gestion du rayonnement solaire, de géo-ingénierie solaire, entre autres. Donc, il ne faut pas confondre, car ce sont les termes sous lesquels donc on désigne ces technologies et ces approches. Et comme l'ont dit Doug et Anna Maria, la MRS couvre une gamme d'approches. Donc, j'aimerais demander autant à nos experts qu'à nos participants qui nous regardent et qui peuvent envoyer leurs questions, que vous soyez le plus spécifique possible. Et donc, ne fassiez pas simplement référence à la MRS, car il y a des conséquences différentes et différents types de gouvernance pour les différents types d'approches. Et également, je voudrais demander à Doug, vous avez demandé dit dans la présentation que la MRS pourrait compenser les émissions collectives de CO2 jusqu'à présent. Je suppose que vous faisiez référence au réchauffement causé par ces émissions collectives? Oui, je parlais de la température moyenne mondiale. Oui, d'ailleurs, vous l'avez dit ensuite dans la présentation. Donc, nous allons passer aux questions. Nous avons entre 35 et 40 minutes pour ceci. Et donc, nous avons déjà eu beaucoup de participants dans les autres activités qui savent qu'ils peuvent utiliser le bouton de questions-réponses en bas et ne pas utiliser le bouton du chat. Mon collègue Paul, qui est derrière l'écran, va donc rassembler ces questions. Donc, je vais commencer à vous poser une question à tous les trois. Donc, faites-moi signe si vous voulez répondre, ou alors je demanderai à un participant en particulier d'y répondre. Et j'espère que nous allons pouvoir répondre au plus de questions possibles. Que les participants envoient leurs questions, car aucune question n'est stupide. Il s'agit d'un sujet complexe et beaucoup d'entre nous sont novices en la matière. Donc, nous avons ici des experts mondiaux. Profitez justement de leurs connaissances. Je commence par une question d'ordre général. On a mis l'accent sur des objectifs de température plus basses que l'objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris. Est-ce que ça a été le cas? Car on a beaucoup parlé de l'objectif de l'accord de Paris, mais pourquoi ne pas viser des objectifs encore plus bas? Thelma, est-ce que vous remettez le son et on peut vous entendre? Merci, très bonne présentation de mes collègues. Donc, comment répondre à cette question? Bon, il est clair que l'accord de Paris a, comme pour l'un de ses objectifs, d'être bien en dessous des 2 degrés Celsius, et donc il faut déployer des efforts pour être à 1,5 degré. Donc, quand cela a été fait, le GIEC avait publié en 2014 son 5e rapport d'évaluation, et nous n'avions alors pas trop d'informations scientifiques publiées, même pour aborder les impacts du 1,5 degré et les profils d'émissions potentielles qui permettraient de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel. Donc, les petites îles qui subissent déjà les conséquences de l'augmentation du niveau de la mer et qui seraient très touchées par le réchauffement de 1,5 degré, ont exercé une très grande pression. Et nous savons que le 1,5 degré n'est pas réparti de manière uniforme en termes de réchauffement climatique, donc sur la planète. Certaines régions sont beaucoup plus touchées que d'autres et il est évident qu'une valeur inférieure à 1,5 degré serait le moyen le plus positif
de garantir cette équité afin d'avoir un impact équitable sur les différentes régions. Et donc, comme je le mentionnais, c'est le cas pour ces petits États insulaires. Et donc, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'ampleur de l'impact, sur la manière dont nous pourrions atteindre 1 degré Celsius, comme nous l'avons certainement développé quand nous avons eu le rapport spécial sur le réchauffement climatique de 1,5 degré que le GIEC a produit, en réponse à une invitation de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, afin de répondre aux attentes de l'accord de Paris. Donc, nous devons faire des efforts pour essayer de comprendre quels seraient les impacts potentiels d'1 degré Celsius et quel profil d'émissions pourrait nous y conduire. Dans le rapport spécial du GIEC à 1,5 degré, il y a un point que nous avons particulièrement apprécié et qui est le fait que les émissions passées et présentes n'auraient pas compromis la planète pour l'empêcher de s'engager à ce 1,5 degré. Donc, cette réponse doit également être donnée car nous sommes déjà à 1 degré. Nous en sommes là avec la gamme d'incertitudes qui est due aux activités humaines. Donc nous en sommes là. Donc comment essayer vraiment de le faire, d'atteindre ces émissions négatives et en utilisant d'autres technologies. Donc il faut poursuivre dans cette voie. Donc, mais je crois que c'est compliqué car c'est déjà le cas pour 1,5 degré. Voilà. Donc, je suis désolée, j'ai fait une très longue réponse. Non, merci Selma, c'était une réponse complète. Donc, je vais passer à une autre question. La voici. Donc, étant donné que le nombre d'expériences de MRS s'accélère, nous voyons certainement de plus en plus d'expériences de ces différentes technologies et approches. Quelle est l'urgence de la mise en place d'une gouvernance? Et il y a également des questions complémentaires. Donc, y a-t-il des signes que cela se produise? Et si oui, où et par qui? Et en outre, la recherche risque-t-elle de dépasser les capacités et les moyens de gouvernance? Donc, qui souhaite y répondre en premier? Anna-Maria? Oui, c'est une bonne question. Oui, nous commençons à voir des expériences, par exemple l'éclaircissement des nuages marins qui est mené en Australie et également le débat qui entoure l'expérience Scopex aux États-Unis qui est avec l'injection d'aérosols. Donc, je vais donner une réponse juridique à votre première question. Car si nous demandons à quel point il est urgent de mettre en place ce système, eh bien, ceci dépend. Cela dépend vraiment de la personne à qui on pose la question. Certains scientifiques disent que ce discours sur la gouvernance et la nécessité d'une réponse socialement responsable pour le développement de la science et de la technologie freine véritablement le développement de la science et de la technologie. Et donc qu'il faudrait exercer moins de pression sur la recherche. D'un autre côté, il existe de nombreux exemples de la façon dont on n'a pas géré correctement les technologies émergentes, ce qui a conduit à des résultats peu souhaitables. Donc, cela dépend vraiment des points de vue particuliers. Et à mon avis, d'autant plus, étant donné la nature particulière de ces technologies et certains de leurs aspects nouveaux, et la nécessité d'avoir de meilleures pratiques sur la gouvernance des technologies émergentes qui font l'objet de controverses spéciales et qui sont entourées d'incertitudes. Donc, il y a eu de la littérature sur ce sujet, sur ce qu'il faut faire pour avoir une gouvernance appropriée de la recherche scientifique. J'ai moi-même effectué certaines de ces recherches en examinant cette idée du besoin d'un code de conduite ou de principes élevés. Cela a été fait également par des chercheurs de l'université d'Oxford. Donc, oui, il y a déjà un débat et une littérature assez fouillée, assez riche sur ce sujet.
sur la question de savoir comment cela doit être mis en œuvre, eh bien également est une autre grande question. Par exemple, cette expérience Scopex met en place un conseil consultatif et une certaine gouvernance est également mise en œuvre pour l'expérience en tant que telle. Donc, et elle est mise en œuvre par les promoteurs de l'expérience et par l'institution elle-même. Donc, l'une des questions qui se pose est la suivante. Cela relève-t-il de la réglementation interne? Et qui devrait avoir son mot à dire sur la portée et la structure de la gouvernance de la recherche? Y a-t-il lieu de craindre que la gouvernance soit dépassée par une expérience scientifique? Donc, comme je l'ai dit, ceci a comme deux facettes, deux aspects. Je pense qu'une partie de la communauté scientifique qui a travaillé sur ce sujet pense que nous avons beaucoup trop parlé de gouvernance et que nous devons tout simplement nous y atteler. Mais je suis pas particulièrement d'accord. Mais nous n'avons pas vu les gouvernements jouer un rôle important pour faire progresser cette gouvernance, ni même s'engager réellement sur le sujet. Donc, cela peut changer. La science évolue, mais affaire à suivre. Merci Anna-Maria. Doug? Oui, je voulais juste ajouter deux choses. La première chose concerne les académies nationales américaines, dont l'une des tâches est de formuler des recommandations sur la recherche en termes de gouvernance. Donc, ceci consiste, entre autres, à formuler des recommandations qu'il faut faire pour les expériences. Certes, c'est un organisme américain, mais nous pouvons essayer de faire des recommandations qui seraient pertinentes au niveau mondial. Et la deuxième chose, comme je participe au débat scientifique depuis plus de 10 ans, c'est que deux expériences ont été proposées. L'une d'entre elles est Scopex, qui consiste à mesurer, en mettant 1 kilo de matière, certaines vitesses de réaction chimique dans la stratosphère. Et la deuxième est l'expérience d'éclaircissement des nuages marins pour essayer de comprendre certaines des interactions entre les nuages et les aérosols. Je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait énormément d'expériences. En plus de celle-ci, il y en aura peut-être d'autres qui vont être proposées au fil du temps, mais ce n'est pas le cas actuellement. Et donc, ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de personnes qui prétendent vouloir faire ci ou faire ça. À l'heure actuelle, le financement de la recherche est si faible que même si quelqu'un voulait faire une expérience, eh bien, il n'y aurait pas d'argent pour le faire. Donc, je pense qu'il reste encore un peu de temps, pas beaucoup, mais que nous pouvons mettre en place la gouvernance pour ces expériences avant qu'on voit une vague d'expériences. Anna-Maria, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je vais passer mon tour. Ah oui, Thelma, remettez votre son. Ouais, bien. Merci. Oui, je vais répondre brièvement. Bien sûr, nous attendons le point de vue du GIEC, car le GIEC procède à l'évaluation de la littérature disponible. Donc, même dans ce rapport d'évaluation de 2022, nous allons avoir plus d'informations sur la modification du rayonnement solaire et la réponse du climat associé. Donc, nous espérons avoir une meilleure compréhension dans le prochain rapport, mais bien sûr, comme il y a toutes ces expériences, nous aurons à traiter un plus grand nombre d'informations. Mais donc, même si nous faisons cette évaluation, même si nous publions non seulement le GIEC, mais également d'autres sources, il faut débattre de ceci dans un cadre qui a déjà été suggéré et où tous les gouvernements ont le même niveau de compréhension, y compris de tous les impacts régionaux potentiels de certaines de ces méthodes de modification du rayonnement solaire. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont plus matures et d'autres le sont moins. Donc, la crainte qui pourrait exister est que des expériences soient menées spécifiquement par un groupe de chercheurs qui pourraient alors pousser des gouvernements à prendre des mesures unilatérales, et ceci serait le pire des scénarios. Car
tous les gouvernements qui pourraient être touchés par ces méthodes ne seraient peut-être pas en mesure d'exprimer leurs préoccupations et donc d'être sur la même longueur d'onde. Donc, c'est comme ça que je vois potentiellement le débat complexe sur ces sujets et sur un débat lié à un niveau de gouvernance multilatérale. Si l'on prend l'exemple de la Convention cadre sur le changement climatique, où l'on pourrait débattre de ces sujets dans le cadre de l'accord de Paris ou de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique que l'on appelle SBSTA, donc si l'on considère le temps qu'il faut pour parvenir à un accord et à un consensus sur la discussion de ces questions, on voit que ceci ajoute un élément à la complexité. Donc nous espérons que cela va donner l'occasion d'avoir un espace de recherche plus vaste qui rassemblerait davantage de pays, et non pas un groupe de pays sélectionnés, afin que tout le monde puisse mieux comprendre, s'engager et se trouver au même niveau. Donc, ce n'est pas une question de gouvernance très simple à résoudre. Anna Maria a déjà évoqué les questions que nous avons sur la table pour que cette question complexe soit vraiment largement débattue. Oui, merci Selma. Anna Maria, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui. Je serais plutôt d'accord et je pense que nous utilisons des euphémismes pour parler des risques de gouvernance qui sont liés par exemple à l'injection d'aérosols dans la stratosphère ou sur la façon de gérer la MRS tout en réduisant les émissions. Et cela conduit à toute une série d'hypothèses qui, à mon avis, peuvent être remises en question. Surtout maintenant que nous voyons ceci s'éloigner du multilatéralisme au sein des systèmes internationaux et que certains pays agissent seuls en brandissant en quelque sorte leur souveraineté. Et donc cette idée de faire baisser rapidement les émissions dans une certaine période de temps ignore certaines des fragilités du système international que nous avons mis en place pour régir les affaires des États. Donc, je tiens à souligner que c'est là l'un des problèmes. Et ce n'est pas simplement la question de la gestion de la MRS au fil du temps et de son maintien, mais aussi du besoin d'une gouvernance stable qui rassemble un accord de tous les pays. Et un accord serait volontaire au niveau international. Et il suffit donc d'une grande anomalie pour provoquer un risque de déploiement unilatéral de la MRS en particulier. Et il est clair aussi que de nombreux pays pourraient faire beaucoup de choses différentes. Ce serait une sorte de mise en œuvre comme ça complètement disparate, qui est prévisible, étant donné que nous avons des régions qui sont sous juridiction nationale, d'autres qui doivent l'être, et cela est également réglementé par le droit international. Donc, ce genre d'activités comme ça disparates, sans coordination, pourrait produire beaucoup d'effets chaotiques au sein du système climatique. Et la troisième chose, c'est cette idée que nous pouvons d'une manière ou d'une autre lier de façon adéquate la gouvernance de la MRS à la réduction et à l'atténuation et suivre ces deux éléments comme ça en tandem. Mais nous n'avons pas vu de grands progrès dans la réduction des émissions et nous avons beaucoup parlé de la LEA morale, mais nous n'avons pas parlé des mécanismes de gouvernance et des mécanismes juridiques en particulier qui peuvent être utilisés pour lier ces deux éléments afin de réduire l'aléa morale et la dissuasion de l'atténuation. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur ces sujets et l'hypothèse de meilleur scénario pour narrer l'histoire de la gouvernance est vraiment problématique. Merci Anna Maria, nous avons des questions très intéressantes, donc continuez à les envoyer. Vous pouvez aussi voter pour des questions, ce qui permettra peut-être de les poser en priorité. Donc, Anna Maria, vous avez parlé de l'aléa morale, qui est un concept également évoqué dans certaines présentations.
Donc, la question, l'utilisation de la MRS est-elle liée de manière significative au débat sur la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles en vue d'éviter ou de minimiser ce modèle en tant que problème? Qui répond? Je peux juste développer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore discuté véritablement en profondeur de la question de l'aléa moral. Nous sommes restés en sorte bloqués sur la question de savoir comment l'aborder, quels sont les mécanismes, les principes et les normes que nous pourrions utiliser pour empêcher ce scénario de se produire. Et donc, je n'ai pas entendu parler de l'idée d'impliquer directement les entreprises de combustibles fossiles, ce qui pourrait être une option. Mais je ne pense pas que ce soit particulièrement facile, d'autant plus que les acteurs qui s'occupent de l'atténuation pourraient ne pas être ceux qui promeuvent la MRS comme réponse. Donc, dans un système juridique international volontaire, comment faire en sorte que cela fonctionne? Comment lier tout ceci? Donc, et il n'y a pas moyen de trouver d'autres acteurs sans leur consentement au niveau international, et donc c'est problématique. Je pense que certains pays commencent à avancer des arguments selon lesquels la MRS fait partie du droit au développement, car ils doivent maintenir leurs économies en misant sur leur situation actuelle de dépendance aux combustibles fossiles. Donc, je crois qu'en fait, c'est un problème assez dur à résoudre. Ouais. Quelqu'un veut répondre? Autrement, j'ai une question du public. Thelma. Très vite, comme toujours. Le GIEC, tant dans son 5e rapport d'évaluation, le dernier en date, que dans son récent rapport spécial sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, indique que la gestion du rayonnement solaire est utilisée dans les scénarios de dépassement, c'est-à-dire les cas où avant 2100, la température augmente au-delà de 1,5 degré et qu'elle donc ensuite est rabaissée. Donc, plus nous allons dépasser ce 1,5 degré, plus nous allons dépendre non seulement de la MRS, qui est la dernière ressource indiquée dans la littérature pour les réductions très ambitieuses d'émissions, suivies par l'élimination du CO2. Et donc avec des mesures complémentaires pour ramener les autres scénarios de 1,5 degré en dessous de ce niveau. Voilà. Je voulais mettre ça en perspective car je crois que c'est utile. Ce n'est pas la méthode immédiate que la littérature indique et qui devrait être utilisée si l'on n'explore pas avant les mesures d'atténuation les plus ambitieuses, plus l'élimination du CO2. Merci Thelma. Nous avons des questions. L'AMRS pourrait-elle un jour permettre à ceux qui bénéficient du réchauffement de continuer à en bénéficier, tout refroidissement là où c'est nécessaire? Donc l'utilisation de l'AMRS peut-elle être bénéfique pour tous? Que savons-nous? Je ne vais pas vraiment répondre à la question, mais il y a quelque chose que je voudrais dire. Oui, donc je veux dire, permettez-moi de dire deux choses. La première, il y a des moyens, par exemple, avec l'éclaircissement des nuages marins, de s'axer davantage sur le refroidissement dans une région donnée. Avec l'injection d'aérosols dans la stratosphère, on peut aussi axer les efforts dans l'Arctique par rapport à d'autres régions, mais on n'atteint pas ainsi l'ensemble du système climatique. Et ensuite, et de façon beaucoup plus large, quelqu'un a fait remarquer qu'aucun d'entre nous n'a mentionné des choses comme les pluies acides. Moi, par exemple, je n'ai pas parlé de l'appauvrissement de l'ozone. Et les deux choses se produiraient avec les aérosols dans la stratosphère. Donc, il faut dire, voici ce que serait l'ensemble des impacts si on choisit de faire les choses. Et ces impacts dépendent de la manière dont on les fait, et pas seulement de la méthode, mais également, par exemple, de la latitude à laquelle on injecte les aérosols.
Et donc, cela doit être évalué à l'aune de ce qui se passerait si on ne faisait pas ceci. Donc, il y aura certainement des endroits dans le monde où on dira ah bon ben d'accord, c'est mieux que de ne pas le faire. Mais ailleurs, d'autres diront eh bien non, non, nous ne voulons pas le faire. Nous préférerions avoir un peu de plus de réchauffement. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de la recherche pour comprendre ces impacts et nous devons nous assurer que la gouvernance est en place avant que quelqu'un ne puisse prendre une décision sur le déploiement. Anna Maria? Je vis dans un pays où le réchauffement peut être un avantage. Vous voyez, nous sommes en octobre, il fait encore 20 degrés, les gens sont contents car leurs tomates mûrissent sur leurs pieds, donc c'est bien pour le jardinage, on va dire. Mais je crois que quelqu'un, par exemple, qui vit travaille dans un pays de l'Arctique, commence vraiment à voir les avantages potentiels d'un Arctique sans glace. Et voit ce que cela signifie pour le transport maritime et le commerce. Donc, il y a des avantages pour certains pays à avoir ce réchauffement. C'est une question de point de vue. Et donc, c'est ce point de vue qui fait que cela va être un risque ou un avantage. Cela dépend des idées, des concepts sociaux, culturels, politiques, économiques que l'on y rattache. C'est donc une base sur laquelle les institutions des Nations Unies peuvent s'appuyer pour tenter de parvenir à un consensus, et étant donné qu'il y a des perspectives différentes qui peuvent toujours entrer en jeu pour une même technologie. Donc, ceci est vraiment problématique. Oui, Thelma, voulez-vous répondre? Non, je crois que j'ai répondu. Donc, nous allons passer aux risques. Que pouvez-vous ajouter sur ce que nous comprenons des risques liés à la MRS, autres que les précipitations qui ont été mentionnées dans la présentation, notamment pour l'injection dans la stratosphère? Qu'en est-il des risques potentiels pour la biodiversité, c'est-à-dire la santé non seulement des humains, mais aussi de toutes les espèces, et des changements de la dynamique atmosphérique? Pour rebondir sur vos tomates, non, que savons-nous des risques pour la biodiversité et la santé de toutes les espèces du déploiement à l'avenir de l'injection d'aérosols dans la stratosphère? Qui répond? Oui, je peux en dire un peu plus. En fait, ça rejoint ce que je disais précédemment. Nous devons évaluer tous les impacts et les risques, à la fois de ce qui se passerait si on déployait et que si on ne déployait pas. Donc, personnellement, je suis beaucoup plus préoccupée par les défis géopolitiques et sociétaux que par les impacts physiques réels et directs. Nous avons dit que les modèles de précipitation changeraient un petit peu, et l'importance de ce changement dépend de la comparaison avec un monde qui a les mêmes émissions et une température plus élevée, ou de la question de savoir si l'on doit choisir entre l'atténuation et ces mesures à prendre, cette application. Donc, si on considère que c'est un choix, la MRS va toujours être perdante. Et il serait toujours préférable d'atteindre la même température moyenne mondiale en réduisant les émissions. Pour ce qui est des risques physiques directs, certaines modifications du régime des précipitations et une petite quantité de pluie acide ne contribuent que très légèrement par rapport à ce que l'on fait actuellement avec la pollution industrielle. Mais si on se trouve dans une région vierge, alors bien sûr, cela pourrait être un peu plus important. Et une certaine réduction de l'ozone stratosphérique, par exemple, pourrait se faire si on utilise des aérosols de sulfate dans la stratosphère. Donc cela doit être mis en perspective. Ce qui est assez contesté, c'est les aérosols de sulfate qui diffusent la lumière dans toutes les directions. Donc pour envoyer une partie de la lumière dans l'espace, en fait, on disperse dans toutes les directions
et l'on réduit la lumière directe et on augmente la lumière diffuse, ce qui a des conséquences inconnues sur les écosystèmes. Avec l'éclaircissement des nuages marins, cela ne fonctionne environ que sur 10% de la planète. Donc, si on essaye de refroidir la planète entière en appliquant un forçage important sur une très petite surface, il est possible que cela aura des répercussions sur les écosystèmes dans l'océan directement sur l'endroit où c'est appliqué. Mais donc, il y a une longue liste de choses pour lesquelles, franchement, il n'y a pas véritablement eu de recherche visant à apporter des réponses et des précisions. Mais donc, très franchement, si on compare cela avec ce qui se passe si nous laissons la planète se réchauffer de 3 degrés, eh bien, peut-être que cela vaut le coup d'accepter ces risques. Donc, je pense pas que c'est à moi de répondre. Je mettais cela en perspective. Il y a une autre question. Les incertitudes liées à la non-utilisation de la MRS sont-elles plus grandes que celles liées à leur utilisation en complément à l'atténuation et à l'élimination du CO2? Et y a-t-il beaucoup d'informations à ce sujet dans la littérature? En gros, il est probable que les incertitudes seraient plus grandes si on ne le fait pas, dans le sens où beaucoup d'incertitudes sont liées à la température, et donc si on laisse le climat se réchauffer, on le pousse dans un état qui est une sorte de nébuleuse en termes de connaissances. Mais si on empêche le climat de se réchauffer à la place, on a plus de connaissances sur cet état. Donc tout dépend de ce qui nous intéresse. L'incertitude n'est pas binaire. Et on peut être vraiment sûr de rien. C'est sûr. Merci, Doug. Anna-Marie ou Thelma, voulez-vous revenir sur ce que nous savons et nous ne savons pas? Doug parle des inconnus connus, mais y a-t-il aussi des inconnus inconnus? Quels seraient les risques? Thelma? Oui, merci pour la question. Nous ne savons pas encore beaucoup de choses et le niveau de compréhension et de connaissance est très différent en fonction des différentes méthodes que nous avons assemblées sous l'égide large de la MRS. Donc, nous en savons beaucoup sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère. C'est la méthode la plus étudiée. Mais pour les autres, nous n'avons pas grand-chose. Et la littérature en la matière est récente. Et elle suggère que les méthodes autres que l'injection d'aérosols dans la stratosphère ne sont pas véritablement considérées comme capables de réduire de manière importante la température mondiale. Et dans le rapport spécial de 1,5, il est également question de la modification de l'albédo, donc basée sur le sol, qui a pu contribuer à l'atténuation régionale. Et les autres, comme l'éclaircissement des nuages marins, n'ont même pas pu le faire. Donc, il reste vraiment beaucoup d'incertitudes, non seulement quant à la contribution de ces méthodes, mais aussi quant à leurs impacts potentiels. Et je pense que certains de ces risques que nous avons, en particulier avec l'injection d'aérosols dans la stratosphère, ont été explorés, mais nous devons encore beaucoup en apprendre sur les méthodes en général, et y compris sur leur contribution au refroidissement. Merci, Thelma. Maria, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Nous arrivons à la fin de notre session. Donc, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, mettez-la dans notre boîte et nous allons tenter d'y répondre. Alors, une dernière ou avant-dernière question pour nos 3 experts. Quelle est la probabilité qu'un accord de gouvernance soit conclu avant d'arriver à 3 degrés? Ou bien les parties prenantes vont-elles se contenter de parler de l'accord de 2015 et au-delà? Donc, je crois que ça veut dire que comment peut-on progresser dans la gouvernance de la MRS? Et il est probablement utile de souligner que les gouvernements peuvent inclure la décision d'envisager ceci ou non, de faire ou non des recherches, pour savoir s'il faut déployer ou non. Donc tout ceci pourrait être abordé dans le cadre de cette discussion sur la gouvernance. Alors, qu'en pensez-vous? Sortez votre boule de cristal.
comment peut-on progresser? Quelles sont les prochaines étapes pour aller de l'avant? Bon, je vais essayer. Les gouvernements, en particulier dans la Convention cadre sur le changement climatique, donc vous savez, nous avons l'accord de Paris et ses objectifs, mais les gouvernements veulent aussi connaître les conséquences de ces méthodes au sens large, en particulier pour la modification du rayonnement solaire. Et donc, l'une des lacunes était vraiment de comprendre la réponse climatique à la gestion du rayonnement solaire. Et celle-ci n'était pas claire dans les précédentes publications du GIEC. Donc, les gouvernements demandent à ce que ces questions soient abordées. C'est un bon signal, car les connaissances et la science permettent d'éclairer le processus de prise de décision et donc d'indiquer le forum où cela pourrait être décidé politiquement. Donc, comme je le disais, ce n'est pas facile. Il faudrait pouvoir peut-être trouver tous les forums pour en discuter plus rapidement en surmontant les difficultés qui seraient liées à l'exclusion de certaines personnes. Donc, il est important d'être inclusif, et donc, c'est-à-dire pas simplement d'inclure les pays, mais aussi d'inclure la participation du public dans ce domaine. Donc, il est temps que tout le monde comprenne bien et puisse décider en connaissance de cause de soutenir ou de ne pas soutenir cette initiative. Et je pense que c'est la science, seule la science, qui sera en mesure d'éclairer ceci. Merci, Thelma. Anna-Marie ou Doug, voulez-vous ajouter quelque chose? Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'avoir les bonnes informations scientifiques. Je ne pourrais pas avoir tout ce dont nous avons besoin de savoir. D'ailleurs, qu'a-t-on vraiment besoin de savoir? Comment le définir? Donc, c'est aussi une question de valeur, d'éthique et du monde que nous souhaitons pour l'avenir. Et sur ce sujet, les avis divergent. Donc, bien que je ne sois pas d'accord avec la dernière déclaration de Thelma, je suis d'accord sur le fait que la seule façon de mener ce débat est de s'engager et de participer de manière inclusive. Et je pense qu'il y a eu certaines entraves à tous les niveaux et pour tous les acteurs. Mais il est certain que cela commence simplement à émerger et que même les citoyens commencent à s'y intéresser eux-mêmes. Et il y a donc beaucoup de travail à faire pour pouvoir mener cette conversation. Et c'est probablement la chose la plus importante au stade où nous en sommes. Oui, merci Anna-Marie. Doug, avez-vous un dernier mot? J'allais dire que je ne pense pas que nous allons avoir une science parfaite ni une gouvernance parfaite. Je pense que nous allons faire de notre mieux. Et si les impacts climatiques restent tels qu'ils sont en 2020, très honnêtement, je ne crois pas que nous allons arriver à... Enfin, je ne pense pas que quelqu'un va dire nous devrions faire ceci en nous basant sur les impacts climatiques actuels au niveau international. Mais je pense qu'il faut que nous soyons préparés, ce que nous ne sommes d'ailleurs pas du tout face à la Covid actuellement, mais il faut être préparé à la possibilité que les impacts climatiques s'aggravent vraiment. Et donc, et que quelque chose pourrait donc déclencher un débat sérieux. Et nous devons aussi être le plus préparés possible en reconnaissant le fait que ce ne sera pas parfait. Merci Doc. Thelma, vous voulez rebondir? Non, très rapidement, car je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Oui, je pense que la science est importante. Ce n'est pas tout, mais elle a permis d'informer les pays lorsqu'ils sont dans un forum plus politique, comme la Convention cadre sur les changements climatiques. Donc la science a éclairé certaines décisions, notamment l'accord de Paris sur les températures bien en dessous des 2 degrés, et donc sur la poursuite de l'objectif de 1,5 degré en raison des impacts prévus par le GIEC. Donc, je crois que vraiment, il faut bien comprendre que tout ceci doit être complètement inclusif, donc et engager la participation du public sur ce point.
car sinon on va avoir des obstacles, tant d'obstacles à surmonter pour aborder cette question. Ce n'est pas simplement les obstacles de la science, mais aussi ceux de l'acceptabilité sociale, du coût potentiel pour certaines de ces méthodes. Donc cela dépend beaucoup de la méthode, et il faut traiter la question de façon générale et pas simplement sous l'angle des méthodes elles-mêmes qui ont des effets différents et des causes différentes. Excellent, merci à vous trois pour vos différents points de vue. Et donc, rappelez-vous que nous avons bientôt une conversation à Camfire pour partager les différents points de vue. Et donc, c'est un petit peu votre première incursion dans cette question qui est très compliquée et plein d'incertitudes. Donc, il faut en apprendre beaucoup dans un bref laps de temps. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à la conversation. Vous pouvez regarder à nouveau cette présentation et ces questions-réponses. Nous avons des résumés des preuves et des résumés politiques sur le site de c2g.net, donc vous pouvez les télécharger et donc participer au prochain événement de C2G. Donc, à nouveau, je remercie nos experts, Thelma Krog, Anna-Maria Hubert et Doug Martin pour leur contribution à ce débat, à l'équipe de C2G qui est derrière l'écran et bien entendu à tous nos participants pour avoir envoyé leurs questions. Pardon de n'avoir pas répondu à toutes vos questions, mais nous nous revoyons donc bientôt. Merci.